Bonjour à tous. Bonjour à tous pour notre troisième webinaire. Campagne très particulière, vous le savez tous. À mesure que les restrictions sanitaires se durcissent, les moyens pour nous d'échanger sur l'avenir et les enjeux de notre profession ne cessent de s'amenuiser. Alors avec Delphine Jaffar, qui est candidate avec moi aux prochaines élections du Conseil de l'Ordre, nous avons décidé d'instaurer un rendez-vous régulier tous les 10 jours. Ce sont des webinaires. Chaque webinaire est consacré à un thème qui nous tient à cœur et au cours duquel nous échangeons avec des confrères, des invités qui, selon nous, ont quelque chose d'important à nous dire sur l'avenir de notre profession. Notre premier webinaire, c'était le 6 octobre. C'était sur l'avocat et l'entreprise et nous avions reçu à cette occasion deux directeurs juridiques, M. Yannick Chalmé, directeur juridique du groupe L'Oréal, et M. Olivier Catherine, directeur juridique du groupe Sonépar, ainsi qu'une autre candidate au Conseil de l'Ordre, notre consoeur Sandy Moquel de l'ACE. Notre deuxième webinaire, c'était le 16 octobre sur la diversité de la profession d'avocat et nous avions à cette occasion reçu notre confrère Camille Aéry, ancien membre du Conseil de l'Ordre, associé du cabinet Queen Emmanuel, ainsi que Lila Louise Maréchaux, ancienne consoeur et qui est la fondatrice d'un podcast qui s'appelle Fleur d'avocat. Aujourd'hui, nous allons parler du barreau de Paris dans le monde et je viendrai plus tard à la présentation de nos deux invités qui nous ont fait l'honneur de se joindre à nous. Le prochain webinaire sera dans 10 jours. Ce sera le 6 novembre et ce webinaire portera sur la carrière des avocats, la diversité de ces carrières. Nous inviterons à cette occasion Monsieur Paul Linière, un ancien confrère, ancien associé du cabinet Linkletters, qui a quitté la robe pour devenir vice-recteur de l'Institut catholique de Paris. Et puis deux autres candidats au Conseil de l'Ordre, candidats de l'UJA, Union des jeunes avocats, mes confrères Thomas Chara et Marie-Hélène Fabiani. Enfin, le 16 novembre, pour notre dernier webinaire, nous parlerons de la démocratie ordinale et du thème général porter la parole des avocats aujourd'hui dans notre contexte en 2020 et nous aurons l'honneur de recevoir un avocat qu'on ne présente plus. Il s'agit de Jean-Yves Leborgne, ancien vice-bâtonnier du barreau de Paris. Je voudrais également vous transmettre les excuses de Delphine Jaffar pour ce début de webinaire. Delphine est retenue par un autre impératif de campagne et va nous rejoindre en cours de route. Je voudrais également signaler que notre invité Jérôme Roth, Jerry Roth, va devoir nous quitter à 18h30. Nous allons donc essayer de lui donner la parole le plus rapidement possible sur les thèmes sur lesquels nous souhaitons échanger aujourd'hui. D'un point de vue pratique, il y a un chat, donc celles et ceux d'entre vous qui voulez participer, écrivez-nous. Vous ne verrez pas ce que les uns et les autres écrivent, mais nous le verrons et nous essaierons de vous donner la parole au fur et à mesure. Nos deux invités, en quelques mots, il y aurait beaucoup à dire sur eux, tant leurs parcours sont riches. Je vais essayer d'aller le plus vite possible et ils m'excuseront d'oublier un certain nombre d'éléments de leur biographie. Il s'agit tout d'abord de monsieur le garde des Sceaux, Mamadou Konaté. Mamadou Konaté est un avocat qui a commencé sa carrière au Mali. Il a fait ses études à Bordeaux, à l'université de Bordeaux. Il a d'abord travaillé au cabinet PricewaterhouseCoopers, puis il a créé un cabinet qui est à cheval sur le Mali et Paris, qui s'appelle le cabinet Jurifis Consult. Mamadou Konaté a été garde des Sceaux du Mali en 2016 et en 2017. Il a beaucoup travaillé sur les problématiques de lutte contre la corruption, mais également de coopération entre les pays de la région sahélienne pour la lutte contre le terrorisme. Il est à cheval sur nos deux barreaux, sur Paris et sur le Mali, et son regard nous sera très utile. Jerry Roth est président de l'Union internationale des avocats. Jerry Roth est un
pur produit de la plus prestigieuse université américaine, l'université de Harvard, College Harvard, Université Law School à Harvard. Il a ensuite travaillé d'abord comme avocat au cabinet Paul Weiss. Il a ensuite été procureur fédéral à New York, puis il est parti en Californie à San Francisco. Aujourd'hui, il est associé du cabinet Munger, Tolles and Olson. Le premier thème sur lequel je souhaiterais échanger avec nos invités, c'est la manière dont notre barreau de Paris est perçu ailleurs. Nous avons tendance, nous, avocats parisiens, je dirais que c'est un trait assez français, à beaucoup parler de nous et souvent à beaucoup parler de nous en mal. Nous avons une certaine tendance, sinon à l'auto-apitoiement, en tout cas à l'auto-dénigrement. Et je trouvais, et nous trouvions avec Delphine Jaffar, qu'il était utile pour comprendre le rôle, l'image et aussi les perspectives de notre barreau de Paris, de notre profession d'avocat à Paris, d'avoir le regard de deux avocats qui viennent d'ailleurs. Ils viennent d'ailleurs, mais qui connaissent également la France. Je sais par exemple que Jerry Roth, j'ai oublié de le dire, également, il est de Harvard, mais il est aussi de Paris 2, puisqu'il a un DESS, je crois, ou un Master 2 de l'Université Paris 2. Et j'aurais voulu les interroger, chacun depuis leur histoire et leur parcours, sur la manière dont ils voient notre barreau, dont ils voient ses atouts et dont ils voient ses perspectives. Monsieur le garde des Sceaux, cher confrère Mamadou Konaté, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots justement sur la manière dont aujourd'hui vous voyez notre profession à Paris et notre barreau à Paris? Un barreau important d'abord du point de vue du nombre des avocats qui le composent. Un barreau encore plus important du point de vue de la diversité des professionnels du droit que l'on retrouve. Et un barreau, enfin, professionnel par sa présence dans les différents segments du droit, et un barreau qui traduit le caractère universel de notre belle profession, de notre métier, qui nous donne l'occasion aujourd'hui, à travers les langues, à travers les lois, à travers les cadres juridiques, à travers les ordres juridiques, de nous mettre au service des clients qui nous commandent et de faire en sorte qu'aujourd'hui, le droit puisse profiter pour le bonheur de l'humanité. Ce barreau, aujourd'hui, est l'un des meilleurs et c'est pour ça que j'y suis. Merci pour ces mots. Si vous deviez le comparer à d'autres barreaux, je sais que vous avez une pratique très importante en arbitrage international et que donc vous êtes régulièrement en contact avec des confrères d'autres pays et d'autres barreaux. Qu'est-ce que vous diriez si vous deviez le distinguer d'autres barreaux? Qu'est-ce qui, comment dirais-je, le sépare en bien ou en mal? C'est d'abord en bien la culture juridique que portent les professionnels du droit sur la place de Paris. Il ne faut quand même pas oublier que depuis quelques années, on a assisté à une amélioration assez considérable du cadre juridique de la procédure civile en France, d'une part, et ce cadre juridique qui est un support essentiel à l'arbitrage international, qui donne aujourd'hui à la place de Paris une renommée d'une part, mais en même temps une attractivité qui sont sans commune mesure aujourd'hui. Et le deuxième niveau, c'est quand même cette parfaite concordance qu'il y a entre l'opinion des professionnels que nous sommes dans un secteur d'activité tel que l'arbitrage et la réponse du juge judiciaire en France, qui est une réponse adaptée d'une part, une réponse rapide d'autre part, et surtout une réponse des plus évidentes aujourd'hui du point de vue de la progression du droit. Et ce barreau est regardé avec beaucoup d'admiration. Je parle par exemple du regard des avocats francophones d'Afrique d'une part, mais des avocats d'ailleurs. Et vous voyez aujourd'hui toute la jonction et toute l'harmonie que nous avons aujourd'hui avec le droit anglo-saxon et le droit franco, qui ne sont plus en compétition, mais ils sont dans une démarche d'harmonisation, de cohérence et de recherche de l'élément le plus évident qui soit au service du droit, qui soit au service des acteurs économiques. C'est un barreau qui aujourd'hui illumine pas mal de pratiques professionnelles dans le monde. Merci, monsieur le garde des Sceaux.
Jerry Roth, je voudrais rebondir sur ce que vient de nous dire Mamadou Konaté, notamment sur l'harmonisation peut-être progressive entre les droits, je dirais, continentaux, le droit français et les droits anglo-saxons, et puis avoir plus généralement, je vous pose un petit peu la même question, votre vision d'avocat américain, mais qui connaissait merveilleusement la France et puis qui connaissait merveilleusement l'international par l'UIA, sur les forces et les faiblesses de notre barreau. Oui, merci Alexis. Pour moi, tout d'abord, c'est un grand honneur pour moi d'être ici. Je vous demande d'excuser mon français, c'est loin de parfait, mais je vais faire de mon mieux. Et merci pour m'avoir invité. Je porte deux chapeaux aujourd'hui, comme vous dites, président de l'Union internationale avec sa base à Paris, mais aussi avocat à San Francisco, avocat américain. Je dois dire, de mon point de vue, je vois que le barreau de Paris est perçu comme très ouvert à l'international, très important, et je dirais même le plus important, si je peux le dire, des systèmes civils. Il y a deux systèmes, bien sûr, de common law et le système civil. Et quand on parle du système civil, la France est perçue comme le barreau parisien est vu comme un barreau très, très important dans ce monde. C'est perçu aussi, si je peux le dire, il y a une formalité, un échafaudage intellectuel qui est très impressionnant. Il y a toute cette jurisprudence, il y a tous ces professeurs. C'est basé sur une base intellectuelle, je dirais, plutôt que notre système aux États-Unis, qui est plus pratique. Mais de la même façon, il y a une perception que le système français, pour un Américain, peut paraître un peu rigide. Et je parle franchement. Et c'est entre cette formalité admirable et cette base intellectuelle admirable et cette rigidité pour un Américain, on trouve un peu surprenante de temps en temps. Il y a d'autres aspects qui nous surprennent. Quand vous comparez les deux systèmes, je trouve le système français absolument extraordinaire, en évolution, et le plus important des systèmes que je connais. Merci. Est-ce que je peux vous demander ce que vous entendez par cette rigidité? Est-ce que c'est la rigidité de notre système judiciaire? Est-ce que c'est la rigidité ou cette tendance que nous avons en France à classer, à distinguer? Je pense notamment à cette césure majeure, par exemple, entre les magistrats, les avocats, les juristes d'entreprise, le fait qu'il n'y ait pas de fluidité entre les différentes professions du droit, contrairement à votre système aux États-Unis. Et moi, j'avoue que je regrette qu'il n'y ait pas en France davantage de fluidité. Quels sont les autres, je dirais, aspects, ou quels sont selon vous les aspects les plus frappants de cette rigidité, de votre point de vue d'avocat américain? Je vous donne trois exemples très vite parce que c'est de mon expérience. Tout d'abord, vous avez mentionné, Alexis, le fait que, par exemple, quand j'étais à Paris 2, ils nous ont enseigné qu'il faut, quand on écrit un essai ou sur un document sur un arrêt, il faut que ça soit en deux parties et ces deux parties doivent avoir trois parties chacun. Ça, c'est le système français. Et si vous avez quatre choses à dire, non, c'est pas acceptable. Il faut que vous trouviez trois choses à dire. Et ça, je ris un peu parce que c'était surprenant pour nous. Mais après l'avoir fait, je l'ai apprécié parce que c'est vrai que ça ajoute quelque chose à votre compréhension de l'arrêt ou du sujet. Mais d'abord, j'étais complètement surpris et j'étais un peu accablé là. Deuxièmement, comme vous dites, cette distinction, cette division entre le magistrat et les avocats, c'est beaucoup plus fluide dans notre système. Nous sommes tous ensemble aux facultés de droit, nous sommes dans les mêmes classes.
Nous sommes tous ensemble après la faculté de droit. Il y a beaucoup d'avocats qui deviennent juges et beaucoup de juges qui deviennent avocats. Et nous sommes tous les mêmes. Vous avez été au parquet et puis… exact, comme moi. Exactement. Vous avez été de côté. Oui, maintenant je fais la défense. Avant, j'étais procureur. C'est commun, mais c'est typique pour un avocat américain. Et ici, comme vous savez bien sûr, il y a une division qui, de temps en temps, je trouve surprenant et parfois même une tension entre vos magistrats et vos avocats on a le sentiment de cette tension quand on assiste à une audience, par exemple, ou quand on lit dans les journaux tout ce qui se passe maintenant en France avec le garde des Sceaux, etc. Et juste troisièmement, une chose qui m'a surpris, juste comme un exemple de ce que je vois comme un peu de rigidité. J'ai un client américain qui avait un dossier en France. Nous avions besoin de faire un appel à la Cour de cassation. Et nos avocats français nous ont expliqué qu'il faut engager un avocat qui peut apparaître devant la Cour de cassation, mais nous, les Américains, nous ne pouvons pas le rencontrer, lui parler ou avoir rien à faire avec lui, et surtout pas le client, parce que on ne fait pas ça. Aux États-Unis, c'est exactement le contraire. Les avocats, les clients et surtout les avocats qui sont devant la Cour suprême, ils se parlent presque tous les jours, toutes les heures, à chaque minute. Et du coup, cette idée d'avoir un barreau séparé qui est un peu en haut de tout ce que nous faisons comme avocats, ça c'était surprenant aussi. Mais je suis venu à comprendre que c'est parce que vous avez une Cour de cassation et tout un système de droit qui est dédié juste au droit, à la formalité du droit. Et c'est différent, je l'apprécie, mais je voulais dire qu'on le perçoit comme un peu rigide. Voilà. Je ne sais pas si ça fait de sens. Non, ce que vous m'avez dit, Jerry, est amusant parce que j'ai vécu une expérience inversée de la vôtre lorsque j'ai étudié aux États-Unis en LLM. Oui. J'étais très surpris à l'inverse. Moi qui étais éduqué à la française avec le plan, la rigueur, oui. de la structure du propos, et je pense que c'est la même chose pour Mamadou Konaté. On a été formé dans des systèmes civilistes et dans des structures de pensée très ordonnées. Et c'est vrai que pour nous Français, à l'inverse, on peut trouver que la manière de fonctionner américaine, le raisonnement américain ou anglo-saxon est un petit peu décousu. En revanche, là où je vous rejoins totalement, et c'est l'un des sujets sur lesquels on veut travailler avec Delphine Jaffard, nous ne sommes candidats qu'au Conseil de l'Ordre, pas au bâtonnat. Nous n'allons donc pas transformer le système français, mais nous sommes très attachés avec Delphine à l'idée d'une plus grande fluidité, comme vous le disiez. Et là, je pense que nous pouvons nous inspirer des systèmes anglo-saxons, d'une plus grande fluidité entre les professionnels du droit, qu'il s'agisse des juristes d'entreprise, mais également des magistrats. Je crois qu'il faut absolument décrisper les relations qui existent aujourd'hui entre avocats et magistrats. Je pense, et on pense avec Delphine, que notamment la nomination de la vice-bâtonnière Nathalie Roret à la tête de l'école de la magistrature est une excellente nouvelle et que plus généralement, il faut favoriser les passerelles entre nos professions et le dialogue entre nos professions. Parlons-nous et nous formerons le droit ensemble au lieu d'être dans des citadelles séparées comme vous le décriviez et comme cela vous avait surpris. Je vois à l'image, je ne sais pas si elle nous entend, Delphine. Delphine, alors tu es là, c'est un grand bonheur, je te laisse la parole pour introduire la question de la solidarité internationale des avocats. Tu arrives parfaitement à point nommé, Delphine, et on est très heureux de t'avoir. Delphine, et vous pouvez le voir, elle est au palais, on voit les pierres du palais derrière. Elle doit courir d'un événement à un autre dans le cadre de cette campagne, et elle est comme d'habitude vraiment formidable. Mais je lui laisse la parole. Merci Alexis, est-ce que vous m'entendez tous? Oui. Ouais. Donc,
je sors du débat organisé par l'UJA dans le cadre de cette campagne et on m'a justement posé une question qui est en lien total avec notre webinaire. Je ne sais pas si c'était un fait exprès ou une provocation à l'organisation simultanée de notre webinaire, qui était sur comment améliorer l'action, en particulier de l'Ordre du barreau de Paris, sur la question notamment de la défense des droits humains et de manière plus générale des actions de solidarité entre les barreaux et les avocats. L'image que j'en ai moi aujourd'hui, c'est que je considère que l'Ordre du barreau de Paris fait déjà beaucoup de choses en matière d'action, de solidarité dans le monde, que ce soit en Europe ou à travers le monde. Un des sujets, moi, qui me semble intéressant, c'est de se poser la question de la mise en place de coordination plus continue avec les autres organisations qui interviennent sur ces sujets. Et c'est d'autant plus intéressant que, Jerry, tu es là aujourd'hui en ta qualité de président de l'Union internationale des avocats. Mamadou, tu as exercé les fonctions de garde des Sceaux. Donc la question, à mon sens, mais je vous envoie le débat sous cette forme, l'action du barreau de Paris, elle existe. Ne nécessite-t-elle pas une coordination plus importante avec les autres organisations, les autres acteurs ayant vocation à intervenir sur ces sujets de solidarité? Et j'ouvre un petit peu le débat puisque se pose la question de la solidarité à l'égard de nos confrères, mais on l'avait un peu évoqué ensemble dans le cadre de la préparation de ce webinaire, également à l'égard de populations qui ont besoin de soutien dans le cadre de l'accès aux droits, l'accès à un certain nombre de droits au sein de leurs différents États. Donc, je me permets peut-être de passer la parole à Jerry qui va devoir nous quitter sous peu et puis on enchaînera avec toi si tu le veux bien, Mamadou. OK, oui. Parfait. Merci Delphine. Et tout d'abord, je veux commencer avec je veux observer que, comme vous dites, le barreau de Paris est déjà très actif dans ce contexte. J'ai été très impressionné pendant la présidence de l'UIA et je vois le barreau de Paris partout. Quand j'étais à Hong Kong, le barreau de Paris était là avec moi. Quand j'étais il y a 2 semaines à Londres, et quand je dis à Londres, je veux dire sur l'écran à Londres, mais à Londres quand même, le barreau de Paris était là. J'ai été très, très impressionné par l'activité internationale du barreau et de leur activité dans le domaine des droits de l'homme, de la solidarité, de tout ce qu'ils ont fait dans le dossier de Nasrin Sotoudeh, par exemple, dans le dossier en Turquie, en Biélorussie, en plusieurs dossiers. Où que j'aille, le barreau de Paris est là. Et ça m'impressionne beaucoup. Il me semble que nous avons besoin de plus de ponts, si je peux utiliser le mot, entre les mondes anglo-saxons et francophones. Il y a une division qui existe, même dans ce contexte de droits de l'homme, de la solidarité. Je vois beaucoup de projets francophones et beaucoup de projets anglophones. Et vous savez, il est très, très important de lier les deux parce que nous sommes plus forts en tant qu'avocats quand nous agissons ensemble, coude à coude, sans division de langue, sans division de monde, si je peux l'appeler ça, entre anglophonie et francophonie. Ça, c'est très important. Et l'autre chose que je veux ajouter avant de passer la parole à mon collègue là, à Maître Konaté, c'est que la deuxième question que vous avez posée, je pense que notre engagement hors du barreau, avec nos communautés, avec les gens qui ont besoin de la société civile, qui ont besoin de notre aide, qui a besoin d'une meilleure compréhension du monde de droit qui les affecte et les impacte tant, mais où ils sont souvent, ils ont des problèmes à comprendre exactement ce que nous faisons. Là, je pense que le barreau de Paris et les autres barreaux du monde et l'UIA et toutes les associations internationales peuvent faire de plus. Nous avons une obligation de formation, d'éducation, surtout dans ce monde où tout est en train d'évoluer, il y a tant de changements et tant de défis, même avant Covid, mais même plus maintenant. Et là,
je pense qu'il y a beaucoup plus que nous pouvons faire, que nous puissions faire ensemble, l'UIA, le barreau de Paris et les autres barreaux du monde. Mamadou? Je m'arrête là. Oui, Mamadou, très bien. Rebondir. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. En reprenant la balle au bond, j'indiquerai simplement que c'est vrai que l'activité internationale du barreau de Paris, qui n'a pas commencé aujourd'hui d'ailleurs, qui a commencé bien longtemps, est une activité qui est très variée, qui est très importante et qui se déploie sur l'ensemble de l'étendue du monde des avocats. La question de la solidarité signifie pour moi la présence de l'autre, l'autre qui vous ressemble, l'autre qui est un peu comme vous, l'autre qui partage les mêmes principes que vous, l'autre qui partage les mêmes valeurs que vous, qui est présent à un moment où vous êtes en détresse, où vous êtes en difficulté, où il y a une situation de défaillance qui existe. Sur cette base-là, la présence incontestable du barreau de Paris aux côtés des acteurs du droit, aux côtés des avocats, pour porter une défense, pour porter une assistance, pour même donner une protection est incontestable. Mais sachons simplement que au-delà de cette solidarité individuelle d'une part, collective d'autre part, pour venir supplier le manque, la défaillance, la détresse, on a besoin aujourd'hui d'aller au-delà. J'ai bien l'impression que le caractère universel de notre très belle profession ne nous donne pas l'occasion de casser la différence qu'il y a dans les frontières, dans les limites de nos territoires. Juste un exemple. La question de la défense des droits de l'homme atteint une intensité telle aujourd'hui qu'aucune situation n'est acquise et n'est définitivement acquise. On peut penser 2 secondes que le territoire du Mali a dû faire des progrès énormes en matière de droits de l'homme et que la plupart des pays africains se trouvent dans ce contexte-là, sans vraiment citer de cas concret, mais quand on regarde ce qui se passe en ce moment, au moment où on se parle sur le territoire guinéen, où le lendemain d'une élection présidentielle donne l'occasion à des forces de défense et de sécurité de tirer sur des citoyens, des personnes civiles démunies, totalement désarmées, ça pose des problèmes à ce niveau. Donc aujourd'hui, le prolongement de notre présence en tant qu'avocat, c'est véritablement de venir au combat aux côtés des gens, pour leur porter une assistance, pour défendre quand il faut, pour leur porter tout ce qui est nécessaire et utile aujourd'hui pour qu'eux-mêmes redeviennent normaux. La question des droits de l'homme n'est qu'un des ponts. L'autre pont aussi, c'est toute la problématique des droits économiques, toute la problématique de l'égalité des gens, toute la problématique de l'égalité des droits, toute la problématique d'accéder même pour des avocats à des formations basiques dignes de ce nom. L'esprit de solidarité doit nous permettre aujourd'hui de nous dire, quand on est avocat à Paris, on est bien, on a un chiffre d'affaires relativement conséquent, on est assis dans un cabinet où tout roule, mais pensons simplement qu'il y a des milliers d'avocats qui n'ont même plus la possibilité de se mettre en robe, qui n'ont même plus accès à la barre pour venir défendre et qui vont en prison en même temps que leurs clients lorsqu'ils sont en train de les défendre. Donc aujourd'hui, la problématique, c'est véritablement au-delà d'aller dans des solidarités, d'être véritablement dans l'action aux côtés des gens et souvent d'imaginer leurs difficultés qui sont aussi les nôtres et qui peuvent nous permettre aujourd'hui véritablement de donner un coup de pouce au nom du droit, au nom de la défense, au nom de l'appartenance commune à cette belle profession. Et si je peux rebondir… Excusez-moi, je dois vous quitter, Delphine, je m'excuse. Merci pour l'invitation. J'aurais aimé continuer cette belle discussion avec vous, Maître, avec Alexis, avec vous, Delphine. À la prochaine. Merci, Jerry. Et je dis que le congrès de l'UIA se tient cette semaine en virtuel à 100%, que c'est un superbe congrès que tu as porté sur tes épaules, Jerry, dans cette année extraordinaire.
et que tu as réussi à organiser quelque chose de fabuleux. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas inscrits et qui souhaitent s'inscrire au congrès de l'UIA, c'est encore possible. Donc, je vous invite à le faire et les réjouissances commenceront dès demain après-midi avec notre Assemblée générale et ce mercredi, jeudi et vendredi avec plein de jolies surprises qu'a préparé Jerry au-delà des conférences qui sont mises en place dans le cadre du congrès. Merci beaucoup, Merci Jerry. pour la promotion. Au revoir. Merci. Merci, Je me Jerry. permets de rebondir, Mamadou, sur ce que tu indiquais et peut-être ensuite pour faire la transition avec le sujet suivant avec Alexis. Mais par exemple, a été mis en place un observatoire des avocats en danger, dont tu connais peut-être l'existence. Et par rapport aux propos que tu as tenus juste avant, je voulais savoir ce que tu en pensais. Est-ce que cette initiative répond à un certain nombre des points que tu viens d'évoquer ou pas? Très bien. Non, ça répond parfaitement parce que la première difficulté, là où on parle de solidarité, c'est lorsque l'intégrité physique de l'avocat est mise en danger. Bien évidemment, il faut un observatoire à ce niveau-là pour d'abord, détecter les cas, deuxièmement, donner les alertes, trois, imaginer les moyens qui sont nécessaires et utiles aujourd'hui pour porter secours et assistance. Mais au-delà de la problématique de l'intégrité physique de l'avocat qui est permanemment mise en danger aujourd'hui sur pas mal d'espaces du territoire mondial aujourd'hui, c'est aussi toute la problématique de l'accompagnement de l'avocat. Vous voyez, quand tu parles, par exemple, de l'intégrité physique de l'avocat, je peux parler aussi de cette intégrité morale de l'avocat qui n'a pas les moyens d'exercer convenablement son activité professionnelle parce qu'il n'a pas accès au savoir d'une part, parce qu'il n'a pas accès à la documentation d'autre part, parce que les codes et les lois et les règlements ne lui sont pas toujours accessibles. Premier niveau de difficulté. Deuxième niveau, lorsque un avocat exerce son activité professionnelle en ignorant la base de la déontologie, en ignorant la base de l'éthique, non pas qu'il n'a pas envie d'aller au contact, mais parce que simplement il est coupé de cette réalité. Vous voyez, des petites pratiques professionnelles de ces natures-là peuvent permettre à un avocat de véritablement exercer son activité dans des conditions de minimum de dignité à ce niveau. L'intégrité physique, oui, l'observatoire, oui, mais cette assistance doit se prolonger justement pour prendre en compte tout ce dont a besoin l'avocat pour être véritablement et convenablement assis dans son métier et l'exercer le plus dignement du monde. Alexis, je pense que ça fait le lien avec le sujet suivant, puisque je me permets de te renvoyer la balle, mais oui. Mamadou a énormément parlé de formation. Oui, tout à fait. Je pense que ça peut permettre d'ouvrir le troisième volet de ce débat. Et c'est sur quoi je Avant de passer à la formation, je voudrais faire une petite observation sur ce que m'inspirent les propos à la fois de Mamadou Konaté et de Jerry Roth. J'ai effectivement le sentiment que parfois l'ensemble de nos confrères devraient entendre ce qui vient d'être dit, parce que cela montre que, avec ses défaillances, avec ses limites, notre ordre de Paris n'est pas inactif, qu'il travaille à la défense des avocats, qu'il travaille au rayonnement du droit dans le monde, et qu'il privilégie souvent, on peut toujours améliorer les choses, la solidarité et l'altruisme au repli. Et lorsqu'on nous demande à quoi ça sert, j'aurais bien voulu que plus nombreux que tous puissent entendre ce que vous avez dit précédemment et sur ce que Jerry Roth a également dit sur le fait que le barreau de Paris, il est là. Il n'est peut-être pas tout le temps là, mais il est très souvent là. Et c'est aussi l'une des raisons de l'engagement de Delphine, de mon engagement dans cette campagne, c'est qu'on a envie d'être là avec notre ordre, qui lui-même est là avec le monde. J'en viens maintenant à la question de la formation que vous avez abordée, monsieur Konaté, et qu'on a abordé, je dirais, en filigrane dans nos échanges précédents, notamment lorsque on a échangé avec Jerry Roth sur nos surprises mutuelles lorsque lui-même et moi-même, nous nous sommes retrouvés, lui en France et moi aux États-Unis, sur la manière dont l'enseignement était prodigué et dont fonctionnaient nos systèmes juridiques.
ce qui, je dirais, fonde une grande partie de notre engagement à Delphine et à moi, c'est notre conviction que notre profession ne s'exerce pas, je dirais, dans le carcan des frontières hexagonales, que notre métier a pour vocation première de s'enrichir des autres systèmes juridiques, que de manière plus prosaïque, mais très importante, les marchés de notre profession, les marchés des avocats d'aujourd'hui et de demain, ce sont les marchés étrangers. On le voit, nos clients, beaucoup de nos clients, notamment les entreprises, mais pas uniquement, ont aujourd'hui des activités essentiellement, ou en tout cas de façon majoritaire, à l'étranger. Nous interagissons quotidiennement avec des confrères étrangers. Nous travaillons, je dirais, à cette interpénétration des systèmes juridiques. Et donc, Delphine et moi, on a une appétence très particulière pour les questions de formation. Si on s'est engagé dans cette campagne, c'est parce que si nous avons la chance d'être élus au Conseil de l'Ordre, on voudrait pouvoir travailler au service du bâtonnier, celui qui est en exercice et celui ou celle qui sera élu, sur ces questions-là. Et on aimerait notamment pouvoir travailler sur l'amélioration des échanges des jeunes avocats ou des étudiants à l'étranger et avec, je dirais, d'une part les universités ou les systèmes d'enseignement étrangers, mais également avec les cabinets étrangers. Moi, à titre personnel, j'ai essentiellement travaillé dans des cabinets anglo-saxons et je me suis beaucoup attelé à la question de la promotion de l'encouragement des étudiants à aller poursuivre des études, notamment aux États-Unis, puisque je travaille dans des cabinets américains, mais également à favoriser les échanges des jeunes avocats dans des barreaux étrangers ou dans des cabinets étrangers. Ça, c'est des questions sur lesquelles on voudrait travailler et sur lesquelles on aimerait également vous interroger, Mamadou Konaté. Quelle est votre vision sur la nécessaire formation de tous les étudiants en droit, mais également de tous les jeunes avocats à d'autres droits, d'autres systèmes juridiques pour pouvoir travailler dans un monde globalisé? Merci beaucoup. Je parlais du caractère universel de notre profession. C'est que, à la limite, on peut apprendre son droit dans un pays, dans un continent, se faire diplômer avocat dans un autre continent et exercer son métier et son talent dans un tout autre continent. La question de la langue aujourd'hui ou des langues ne pose plus de difficultés parce que être avocat aujourd'hui, c'est d'avoir une langue vernaculaire que l'on parle tous les jours, c'est d'avoir une ou deux autres langues qui sont des langues professionnelles pour lesquelles on est sollicité par les clients qui ne peuvent pas comprendre que lorsqu'ils sont chinois, qui veulent vous parler anglais, que vous dites que vous ne parlez pas anglais, vous ne parlez que français. Il y a 40 ans, on disait ça, mais aujourd'hui, plus personne n'est capable de dire ça parce qu'il faut au moins parler au-delà de sa langue vernaculaire, une ou deux langues internationales. Le deuxième élément, pourquoi les langues? Parce que les langues, c'est quand même des vecteurs de communication, mais c'est aussi des véhicules qui portent le droit. Quand on parle anglais, il y a de fortes chances que l'on ait une certaine connaissance de la common law. Quand on parle français, il y a de fortes chances que l'on soit possesseur de la civil law, la common law et la civil law. Sur 10 clients, on peut répondre à 8. Les deux autres peuvent éventuellement parler arabe, qui est aussi une langue importante et internationale, ou chinois, par exemple. Mais quand on a 8 clients sur 10, on est déjà pas mal. Après, quel est le sujet majeur qui fait aujourd'hui la différence véritablement entre les avocats? C'est la formation. La formation, au-delà des langues, parce que la première formation pour moi, c'est quand même les langues et le couplage des langues avec la connaissance du droit pratique, d'une part, du droit matériel, mais aussi des ordres juridictionnels qui sont derrière ce droit matériel-là. Et enfin, la formation, c'est la connaissance du droit basique, de la culture juridique basique, mais surtout de la pratique professionnelle.
Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est qu'on se donne le luxe en tant qu'avocat, et d'ailleurs avocat venant de tous les continents, on se donne le luxe d'être spécialisé. Moi, je suis un avocat spécialiste de l'oreille droite. Quand on me tend l'oreille gauche, ce n'est pas ma spécialité. Je passe la balle à un autre confrère qui, lui, est beaucoup plus spécialisé. Je fais juste le lien avec les ORL à ce niveau, parce qu'il y a souvent des ORL qui sont plus spécialisés oreille droite que oreille gauche. En tant qu'avocat aujourd'hui, on peut pousser le luxe jusque-là. Donc, la question de la spécialisation, c'est une maîtrise basique du droit matériel, c'est une connaissance d'une culture juridique et c'est aussi une pratique professionnelle. Ce sont ces trois éléments qui forment donc un ensemble cohérent qui fait qu'aujourd'hui, l'avocat est ou n'est pas. Quand on regarde aujourd'hui la démarche du barreau de Paris du point de vue de la formation professionnelle, d'abord, on a des formations qui sont ouvertes partout dès qu'on a les moyens de on y a accès. Et deuxièmement, on a des formations qui sont ouvertes partout au niveau de l'école de formation du barreau. Et troisièmement, on a des formations, y compris à l'intérieur des cabinets. Voyez-vous, on est quasiment en overdose de formation sur un espace parisien autour du barreau de Paris. Mais la grande solidarité, justement, c'est de faire en sorte aujourd'hui que l'on puisse ouvrir ces axes de formation, ces segments de formation, non pas dans des contextes de grande spécialisation, mais du droit de base. Et le droit de base, pour moi, c'est comment écrire un mémoire. On ne l'apprend pas à l'école. C'est comment rédiger de belles conclusions. On ne l'apprend pas à l'école. C'est comment tenir un bordereau de pièces. On ne l'apprend pas à l'école. C'est comment s'adresser à un confrère dans le cadre d'une correspondance. On ne l'apprend pas à l'école. C'est comment monter un dossier de plaidoirie. On ne l'apprend pas à l'école. Tout cela, on l'apprend sur le tas. Mais on oublie simplement qu'il y a beaucoup de gens qui sont exclus de cet espace, qu'il peut y avoir accès, ce d'autant plus qu'avec Covid aujourd'hui, on a une chance fantastique. Je suis à Bamako, vous êtes à Paris, on se parle comme si on était les uns à côté des autres. Donc la distance n'est plus un obstacle à la formation et le coût de la formation n'est plus un obstacle. Qu'est-ce qui peut faire en sorte aujourd'hui que ces belles formations sur des thématiques qui sont d'une attractivité énorme peuvent aller au-delà de Paris, s'ouvrir à d'autres, de manière à ce que les autres puissent venir vous enrichir, parisiens, avocats parisiens à Paris, sur la base de ce que eux savent. Un avocat n'est jamais vierge. Il va au contact de choses qu'il ne sait pas, mais dès qu'il apprend ce qu'il ne sait pas, il réveille en lui ce qu'il sait et il échange de manière très convenable. Donc, encore une fois, de manière très, très didactique, nos bases de données à Paris peuvent s'ouvrir à d'autres. Nos formations professionnelles, même quand elles sont payantes, peuvent être accessibles à d'autres. C'est du donnant-donnant. Je vous donne juste un exemple aujourd'hui. On est quand même dans une communauté OHADA aujourd'hui qui est des plus vastes. 17 États partis, près de 250 ou 300 millions de consommateurs dans une zone Afrique aujourd'hui centrale d'un côté, de l'Ouest de l'autre côté, jusqu'aux Comores aujourd'hui. C'est d'abord des marchés, ensuite des niches et ensuite des professionnels. Qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui que l'on puisse être en parfaite adhésion, une concordance dans l'esprit d'une part, une concordance dans le corps d'autre part, une pratique professionnelle quasi identique? C'est le socle de la formation qui peut nous permettre aujourd'hui de nous regarder en face, au-delà de la langue, de nous parler même en langue de signes aujourd'hui pour comprendre et mieux pratiquer notre droit. Et je vais pousser Mamadou parce que ce soit toi ou Alexis, vous êtes tous les deux inscrits à deux barreaux distincts. Donc Alexis, le barreau de Paris et le barreau de New York. Et toi-même, Mamadou, le barreau de Paris et le barreau du Mali. Tu as toi-même un double parcours en termes de formation sur ces deux barreaux. Donc, est-ce que la formation qui est essentielle, comme tu l'as confirmé, est-ce que pour aussi asseoir l'attractivité d'un barreau, on doit encourager les doubles, ou en tout cas pas unique appartenance à un barreau pour enrichir en fait cette ouverture aux autres systèmes juridiques, la transmettre au sein de son propre barreau et permettre de porter les relations avec les barreaux étrangers aux nôtres. Est-ce que vous en êtes deux exemples, hein, Alexis et toi-même, de double appartenance? Est-ce que ça doit être dans la continuité de ces actions de formation que l'on met en place? Est-ce qu'on doit faciliter les procédures en ce sens ou pas? Parce qu'elles ne sont pas forcément évidentes en fonction des barreaux considérés. Est-ce que c'est un sujet d'attractivité aujourd'hui d'un barreau sur la place du monde?
Incontestablement. Moi, je suis venu au barreau de Paris il y a quelques années sur la base de l'article 100, donc contrôle de connaissances. Qui parle de contrôle de connaissances, parle de formation. Qui parle de formation, c'est la capacité d'ouvrir à l'autre et d'aller savoir ce que l'autre a. Quand on parle de procédure civile et que le fond de la procédure civile est tiré de ce fond de droit francophone que j'ai partagé à la faculté d'une part, que je pratique tous les jours, sans compter qu'il y a quand même des similarités, mais il y a des différences. Et la richesse réside justement dans ces différences-là qu'il faut appréhender lorsqu'on est à Paris et dans une procédure civile française, que lorsqu'on vient à Bamako, où l'on sait que ce n'est pas tout à fait cette procédure qui s'applique. Au-delà de tout, il y a un élément qui est incontestable, c'est quand même notre culture juridique, qui a une base commune. Jusqu'à présent, on sait où aller chercher la base du droit français ou du droit de civil law, cette histoire du droit qui est commune, parce qu'elle ne sort pas de la contrée que nous connaissons, c'est ce droit matériel-là, cette pratique professionnelle, c'est le principal élément qui peut permettre aujourd'hui à quelqu'un de mettre le pied à Paris, d'être intéressé par le barreau de Paris et de savoir réellement derrière l'avocat de Paris, qu'est-ce qui fait son talent. Parce que l'avocat parisien est reconnu comme étant professionnel d'une part, comme étant talentueux d'autre part, comme étant un parfait personnage professionnel qui a une maîtrise non seulement du droit, de la pratique du droit et de l'ensemble des procédures à ce niveau. Quand vous allez, par exemple, dans les contrées africaines que tu connais, Delphine, le meilleur cadeau que l'on puisse faire à un confrère africain, c'est de lui offrir le dernier code civil. C'est de lui offrir le dernier code de procédure civile. Il ne se pose aucune question en ce qui concerne la différence qu'il y a. Il est content de le prendre. Et j'ai amené quelques petits codes de déontologie parisiens. J'en ai acheté 5 pour l'offrir à des confrères. Mais ils sont joyeux parce que simplement, c'est des choses dont ils entendent parler, qu'ils ne voient jamais. Et au toucher, ça suscite la curiosité. Et quand on est curieux, on ouvre. Quand on ouvre, on lit. Et quand on lit, on sait d'où on part. On sait où sont les autres, on a la différence et on se met en perspective d'évoluer. Encore une fois, la formation est essentielle, elle est ultime. C'est ce qui nous permet encore de conserver pendant très longtemps la couleur noire de nos robes. Delphine, nous ne t'entendons pas. Oui, Alexis, je ne sais pas si tu souhaitais rebondir puisque tu as toi-même une double appartenance et que celle-ci, à mon sens, c'est aussi force d'attractivité. Moi, c'était vraiment mon sujet dans la poursuite de la formation. Donc, je ne sais pas si, du coup, ta propre expérience… Je souscris totalement à ce qu'a dit Mamadou Konaté et je crois qu'il est important de pouvoir, à l'avenir, d'appartenir ou de pouvoir, ou de permettre plus précisément aux avocats de pouvoir appartenir à plusieurs barreaux de plusieurs systèmes juridiques. D'une part, parce que c'est un enrichissement personnel et que plus on est confronté à d'autres systèmes juridiques, plus on aiguise son esprit critique, plus on est capable aussi de remettre en cause son propre système juridique et ses propres règles. Et c'est aussi, à mon sens, le propre de l'avocat de faire évoluer les règles, pas uniquement de les appliquer ou de les faire appliquer, mais de permettre au juge ou de contribuer avec le juge à l'évolution et la construction du droit. À la construction du droit, pardon. Il y a un petit écho, pardon. Et en ce sens, je pense qu'effectivement, c'est une très grande utilité de pouvoir avoir plusieurs barreaux. Et je disais donc que c'est utile pour soi, mais c'est également effectivement utile dans un monde mondialisé où on va avoir de plus en plus de clients. On a déjà des clients du monde entier et il est évident que pour traiter avec des clients, des partenaires, des contreparties issus d'autres systèmes juridiques, le fait d'avoir étudié dans leur pays ou même d'être membre de leur barreau est éminemment rassurant et est un facteur de différenciation et est évidemment utile. Donc, pour permettre à nos jeunes avocats de continuer à grandir, à travailler et à faire ce merveilleux métier,
ce merveilleux métier d'avocat à Paris, je pense qu'il n'y a pas de meilleure solution que de les encourager avant ou pas, ça dépendra de leur choix, de revenir à Paris, mais d'aller faire quelques détours dans d'autres pays. Il n'y a pas que les États-Unis, loin de là. Le monde est de plus en plus divers, de plus en plus multipolaire. Nos clients viennent de partout. Heureusement, il y a de plus en plus de pays économiquement puissants et concurrents venant d'autres continents, et c'est une bonne chose. Et à l'avenir, je suis certain que les avocats parisiens de demain, en tout cas, il faut les y encourager, auront des barreaux en Chine, en Inde, dans des pays d'Afrique francophone ou anglophone, et pas uniquement aux États-Unis. Je pense que c'était un petit peu les premières générations, la Grande-Bretagne et les États-Unis, mais à l'avenir, ce sera beaucoup plus varié, ce sera une magnifique mosaïque, et je pense que ce sera dans l'intérêt de tous, et que nous, aujourd'hui, on doit déjà y œuvrer au sein des institutions représentatives de notre profession. Alors peut-être, il me semble qu'il y a une question. Je ne sais pas si on peut donner la parole à la personne qui pose la question. Je ne sais pas si Benoît m'entend. Je vous entends. On a deux questions. On a une question du bâtonnier Vattier et de Émeric Morago. D'accord. Est-ce qu'on peut leur donner la parole ou pas? Alors, je donne la parole au bâtonnier Vattier. Ok. S'il est toujours là. Sinon, voilà, je vais lui donner la parole tout de suite. S'il l'accepte. Alors, voilà. sinon, Voilà le son. Oui, je voulais faire plusieurs observations. La première, c'est que d'abord, j'ai beaucoup de plaisir à goûter Mamadou Konaté, qui est un grand juriste et pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et j'apprécie tout à fait cette ambition de porter haut et loin la cause des juristes. Je voudrais évoquer le fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est globalisée, où le droit par nature est universel ou de plus en plus universel, même s'il se présente sous des aspects différents selon les cultures. Mais la finalité est bien universelle. Et comme les frontières s'ouvrent, il est bien évident que les avocats aujourd'hui doivent connaître leurs partenaires dans un monde globalisé. Je pense également que dans ce cadre, nous avons des communautés culturelles qui sont très vives. Tout à l'heure, Mamadou Konaté évoquait le fait que quand on parle l'anglais, on est plutôt dans une logique de pensée anglo-saxonne, de common law, et lorsqu'on parle français, on est plus dans une logique civiliste. Sur ce point, quand on évoque la question de la formation des avocats, moi, il y a une chose qui me frappe, c'est que dans cette communauté culturelle que nous formons, qui est très vive, que vous connaissez, en particulier Madame Jaffar et Mamadou Konaté, dans le cadre de la CIB, on constate qu'il y a un formidable besoin de formation qui est exprimé. J'ai reçu encore une multitude d'emails d'avocats haïtiens qui souhaitent être formés. Et je pense que les barreaux, et notamment le barreau de Paris, devraient bousculer un peu l'OIF, dont c'est le rôle de préserver à travers la francophonie et les principes de la démocratie, les principes et les valeurs qui nous unissent, pour qu'il puisse y avoir une fédération des universités, une fédération des juges et des avocats pour travailler ensemble dans le cadre de la formation. Quand on pense par exemple qu'à pour OHADA, on a une école de magistrats, pour OHADA, on n'a pas l'équivalent, on n'a pas fondé une école commune avocat-magistrat. On raisonne en précaré. On a une faculté à Bamako, on a une faculté à Paris, mais pourquoi et là on le voit bien, notre ordinateur, il nous permet de communiquer. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas mis en place au niveau de la communauté que nous représentons, un système de formation
en fédérant universités, juges et avocats, c'est quelque chose d'essentiel parce que la formation, c'est le gage de la sécurité juridique. Il faut bien voir que des juges qui ne sont pas formés, c'est une catastrophe, que les avocats qui ne sont pas formés, mais ils n'aident pas les juges. Et par conséquent, il y a un dessein commun. Et je voudrais profiter de votre conférence là, pour me réjouir qu'il puisse y avoir cette ouverture au sein du Conseil d'ordre de Paris pour qu'il y ait une vraie prise de conscience de cet enjeu qui est un enjeu en termes de géopolitique parce que des avocats bien formés, c'est aussi une démocratie qui peut être moins vacillante que celle que l'on connaît aujourd'hui. Voilà pourquoi je sais que Mamadou Konaté est intervenu auprès de l'OIF pour essayer de favoriser ce type d'initiative. Je pense que les politiques n'ont pas conscience de ces enjeux et puis mais Mamadou Konaté me démentira peut-être, mais je pense que ça serait bien que le barreau de Paris puisse être le promoteur de cette idée, non pas en termes de cocorico, pour amener à une nouvelle culture coloniale, mais pour favoriser un mouvement multiculturel à l'intérieur de cette communauté. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir des professeurs d'Abidjan, de Dakar, de Bamako, avec des professeurs de Paris, pour qu'il puisse y avoir des formations de grande qualité destinées aux avocats. Voilà une ambition qui me semble importante de retenir et que je voulais évoquer dans le cadre de votre conférence. Alors, je me permets de rebondir parce qu'il y avait une autre intervention, mais la personne n'est plus avec nous. Alors, je n'ai pas le contenu exact de son intervention, mais qui était relatif à la question des partenariats entre les cabinets et les barreaux. Pour moi, ça relance un sujet qui est important, qui est celui aussi du rôle de nos ordres dans l'accompagnement de nos confrères dans le cadre de l'inscription à d'autres barreaux, dans le cadre de l'installation auprès d'autres barreaux à l'étranger, et de l'importance du rôle de nos ordres dans ces développements. Alors, je ne sais pas si la personne qui a développé ce thème se positionnait sur ce sujet. Je me permets de rebondir sur l'intervention du bâtonnier Bernard Vattier, puisque je pense que le positionnement de l'ordre doit être très large et ne pas s'enfermer sur certaines zones culturelles, mais comme tu l'as dit, Mamadou, avoir une approche très universelle des choses sur un certain nombre de sujets et notamment de la formation. Et je pense que je me permets, et je laisserai Alexis le dire de son côté, si on a souhaité organiser ce webinaire sur un sujet qui nous est vraiment très important, Alexis et moi-même, c'est qu'on est convaincus que l'attractivité d'un barreau est totalement liée à ses actions de solidarité. C'est-à-dire que si l'on ne cherche qu'une attractivité économique, de développement économique, de place de droit, sans avoir de l'autre côté l'aspect solidarité entre confrères et barreaux, en fait, l'un va neutraliser l'autre et réciproquement. Or, pour nous, les deux sont liés. La position qu'on a aujourd'hui avec Alexis, c'est qu'on estime que le barreau de Paris aujourd'hui est une place de droit et est également un porte-parole des libertés. Notre volonté, en nous présentant en tant que candidat au Conseil de l'Ordre, c'est de continuer à œuvrer pour le fait que ces deux sujets restent en permanence croisés. Et je pense qu'il y a une chose qui est ressortie de ce webinaire, c'est l'importance des actions de formation coordonnées et croisées vis-à-vis de l'international, à la fois pour ouvrir nos confrères au système juridique étranger et pour continuer à faire de Paris une place de droit essentielle pour les confrères qui sont à l'extérieur du barreau de Paris. Et tant qu'on mènera les deux activités ensemble, je pense qu'on continuera à la fois la force de Paris Place de Droit et la force de Paris porte-parole des libertés. C'est pourquoi je pense que pour Alexis et moi, ce sujet qu'on a voulu développer dans le cadre de ce webinaire est aussi essentiel qu'il apparaît un peu au milieu de notre campagne. C'est notre 3e webinaire sur 5, parce que c'est un sujet de par nos parcours personnels qui nous est auquel on est extrêmement attaché et qui nous semble déterminant dans le développement de nos activités à chacun avocat parisien. Donc, je te laisse la parole, Alexis, mais je souhaitais rebondir sur ce point en fin de notre webinaire. Écoute, c'est si bien dit, Delphine, que je n'ai pas grand-chose à ajouter. Effectivement, attractivité, solidarité. Moi, je résumerai par un autre terme, parce que j'essaye de me distinguer un petit peu de Delphine. Elle dit des choses tellement bien que
j'ai plus rien à dire après. Mais je dirais que ce séminaire, effectivement, il est peut-être ce webinaire, pardon, il est peut-être le plus important pour nous parce qu'il est celui qui résonne le plus avec notre histoire personnelle. On est, et Delphine et moi, de par nos origines, de par nos parcours, à la fois humains et académiques, puis professionnels, extrêmement convaincus de la nécessité de l'ouverture. Il y a l'attractivité, il y a la solidarité. Tout cela, je le résumerai en un mot, c'est celui de l'ouverture. Si on se présente aujourd'hui, s'il y a un mot qui pourrait résumer notre engagement, c'est toujours difficile de résumer un engagement, mais c'est celui de l'ouverture. Nous voulons un barreau ouvert, nous voulons une profession ouverte, ouverte sur le monde, ouverte sur les autres, ouverte sur l'ensemble des professions du droit, ouverte sur l'ensemble de la société, des acteurs économiques, des acteurs institutionnels, de l'ensemble des communautés. Nous avons une conviction profonde, c'est que quand la profession se referme, quand la profession se restreint, eh bien, son avenir s'obscurcit. Je ne veux pas, nous ne voulons pas une profession d'avocat et un ordre qui soit comme une peau de chagrin et qui finira un jour par ne plus être grand-chose. Nous pensons qu'il faut au contraire s'ouvrir au grand large, qu'il ne faut pas avoir peur, mais qu'au contraire, il faut s'ouvrir, s'ouvrir et s'ouvrir encore. Et je terminerai là-dessus et en remerciant de tout cœur Mamadou Konaté, Monsieur le garde des Sceaux, de nous avoir fait l'honneur de votre présence et surtout de vos mots, de vos interventions qui étaient tellement justes. La prochaine fois, je pense qu'on ne dira plus rien et on vous laissera dérouler à notre place. Vous le faites encore mieux que nous. Vous devriez être candidat à notre place. Merci beaucoup. Et puis merci, il n'est plus là, à Jerry Roth qui nous a également fait le bonheur et le plaisir d'être avec nous et qui a eu des interventions également d'une immense pertinence. Merci beaucoup à tous les deux. Delphine? Eh bien, juste vous annoncer nos 2 prochains et 2 derniers rendez-vous dans le cadre de cette campagne. Le 6 novembre prochain, nous aborderons un sujet qui nous intéresse tous, qui est celle de la carrière de l'avocat. On devient avocat, mais le reste-t-on? C'est une question qui intéresse beaucoup nos barreaux aujourd'hui, avec donc 2 invités. Paul Linière, qui est un ancien de nos confrères, managing partner de Linkletters et qui est aujourd'hui vice-recteur de l'Institut catholique de Paris, et les 2 candidats au Conseil de l'Ordre du syndicat de l'UJA. Et puis, nous aurons un dernier webinaire le 16 novembre sur la question de l'avocat dans la cité, qui porte la parole des autres, versus l'avocat au Conseil de l'Ordre qui porte la parole des avocats et le sujet de la démocratie ordinale. Et Jean-Yves Le Borgne nous fera le plaisir d'être parmi nous lors de ce webinaire pour pouvoir échanger avec lui sur ce sujet. Donc, je m'associe à Alexis, monsieur le garde des Sceaux, cher Mamadou, d'avoir participé à ce webinaire. Tu fais partie de ces personnes que j'ai rencontrées très tôt dans ma carrière, dès que je me suis investie au sein de la Conférence internationale des barreaux, et qui fait partie de mes boussoles qui ont constitué mes engagements au sein de cette profession. Et merci également à Jerry, qui est une autre boussole dans le cadre de mon parcours personnel. Alexis et moi, nous sommes très reconnaissants de votre présence à tous les deux, malgré les contraintes actuelles d'agenda de chacun d'entre vous. Et puis, merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce 3e webinaire. Et on espère vous retrouver les 6 et 16 novembre prochains. Et Alexis et moi, on reste à votre disposition. Vous pouvez nous contacter sur nos mails, nos téléphones pour pouvoir échanger dans le cadre de notre candidature au Conseil de l'Ordre. On vous souhaite une très belle soirée et encore toutes mes excuses pour être intervenu un peu plus tard que prévu dans le cadre de notre webinaire. Il faudra remercier nos amis de l'UJA d'avoir organisé leur débat au même moment sur un sujet qui nous était aussi important. Voilà. Bonsoir à tous. Bonne soirée. Bonne chance. Au revoir, bonne soirée.